Et avant l'arrivée des grands froids, ils ont fait un détour par LCI Midi pour commenter l'actualité. Nous accueillons ce lundi Charles Becbédé et Michel Pouzol. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors quand on vous présente, Michel Pouzol, député de l'Essonne, on a pour habitude de rappeler que vous avez été RMiste et quasi SDF il y a quelques années et que vous avez donc fini à l'Assemblée nationale. Fini, j'espère pas. On verra ça en juin. Écoutez, on ne va pas prendre parti, on suivra ça de très près. En tout cas, avant de commenter cette actualité, un mot sur Bernard Madoff. Vous vous souvenez, l'ancienne star de Wall Street ayant détourné 65 milliards de dollars quand même, condamné à 150 années de prison, eh bien, on apprend qu'il a repris du service, d'accord, à l'échelle du pénitencier de Caroline du Nord, où il est incarcéré. Il a racheté tout le stock de chocolat à l'administration pénitentiaire et il revend maintenant le chocolat chaud 2 fois plus cher aux prisonniers. Il trouve Madoff tellement génial que le business est en plein essor. Je pense que c'est dans ses gènes, ce garçon. Je crois qu'on peut dire. C'est le libéralisme. C'est le libéralisme absolu. Bien, migrants, réfugiés, des mots abondamment prononcés hier lors du débat de la primaire de la gauche. On va y revenir dans quelques instants. Mais ce matin, Bruno Le Roux et Anne Hidalgo inauguraient un centre d'accueil pour migrantes, on dit bien migrantes et familles à Ivry-sur-Seine. De quoi continuer à alimenter le débat. On retrouve sur place Claire-Hélène Bousgarou. Oui, la visite vient de se terminer. Donc Bruno Le Roux, la maire de Paris, Anne Hidalgo et Emmanuel Cos sont venus visiter ce centre avant son ouverture jeudi prochain. Un centre qui sera géré par Emmaüs Solidarité et qui sera financé par la mairie de Paris et par l'État. La particularité, vous l'avez dit, c'est qu'il hébergera exclusivement les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes isolées, mais également des familles. Une nécessité pour Emmanuel Cos. Écoutez-la au micro de Louis Sibylle. Ce centre, nous en avons besoin et comme je le dis souvent et que je le répète, particulièrement aujourd'hui où nous entamons une vague de grand froid qui appelle par ailleurs une mobilisation des services de l'État extrêmement forte sur la question de la mise à l'abri et de l'hébergement. Nous faisons cette politique financée au même titre que l'ensemble des politiques d'accueil des personnes en difficulté pour être logées et que toute personne sur notre territoire a droit à la solidarité et à la mise à l'abri, quel que soit son statut, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses difficultés. Un site spécialement pensé pour accueillir des familles avec des chambres modulables en fonction de la taille des familles. Et derrière moi, vous le voyez, cette yourte où il y aura des cours d'alphabétisation, mais également un pôle santé qui sera prévu pour pouvoir accueillir ces personnes, ces familles qui pourront rester pour une durée d'environ 3 mois avant d'être redirigées vers des CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. L'accueil de ces personnes se fera en 2 temps. 91 personnes vont arriver dans un premier temps, avant 400 personnes qui pourront être accueillis d'ici la fin du mois de mars. Merci Claire-Hélène, merci à Louis Sibylle qui vous accompagne également. On l'a compris, c'est un thème de plus en plus explosif. Ce matin, d'ailleurs, les candidats à la primaire de gauche ont continué à s'affronter sur ce thème des flux migratoires. Quels commentaires faites-vous sur l'ouverture de ce centre ? Non, mais il faut s'en féliciter. Évidemment, toute personne, comme l'a dit la ministre, qui est sur le territoire actuellement, en particulier si ce sont des femmes isolées avec des enfants, et avec le froid qui va faire cette semaine, ne peuvent pas être laissés dans la rue. On a tous en tête ces images qu'on croise dans les grands boulevards parisiens. C'est effroyable. Donc, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce soit réservé qu'aux migrantes et à leurs familles. Il faut que ça soit aussi aux SDF. Toutes les personnes très fragiles psychologiquement, il y en a près de 140 000 en France qui sont dans la rue pour plein de raisons. Et donc, il faut que ces centres soient sécurisés aussi, parce que c'est le grand problème souvent, c'est pourquoi beaucoup de SDF refusent d'aller dans les centres et préfèrent, en dépit de tout, enfin, c'est vous qui saurez mieux en parler, aller dans la rue, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité dans ces centres. Et donc il faudra que là, on soit très vigilant. Non, moi, je pense qu'il faut se féliciter de l'ouverture de ce centre. Moi, je suis assez mal à l'aise quand on commence à séparer en catégorie les gens qui vivent dans la rue entre les migrants et les SDF. Voilà, je trouve que c'est d'une mauvaise politique et qu'on sent bien derrière ce que cela signifie. Aujourd'hui, la situation est catastrophique pour les gens qui vivent dans la rue, mais elle a toujours été. Je regrette qu'il faille attendre qu'il fasse moins 10 degrés pour que tout le monde se réveille, et y compris d'ailleurs parfois les médias. Le sujet, là, vont arriver, vous allez voir, dans les jours qui viennent.
Je vous confirme. On parlait dans le documentaire du CADA. Le CADA, c'est les centres d'accueil des demandeurs d'asile. On sait que les gens qui sont reçus en CADA, le temps qu'on examine leur dossier, ça va 2 fois plus vite qu'ailleurs, ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, face aux migrants, c'est une des solutions qu'on a devant nous. Il faut doubler les places de CADA pour que ces dossiers soient traités humainement, en fonction du droit d'asile, clairement, et puis protéger ces gens-là qui sont en grand danger dans la rue par le froid, mais pas que par le froid, les familles et les enfants dans la rue, c'est juste... Enfin, je trouve ça scandaleux dans notre République et que nous ne puissions pas mettre les moyens nécessaires en face de ce problème-là. La pauvreté est insupportable, cette misère est insupportable. On va poursuivre sur cette thématique et vous échangerez par la suite à propos des étrangers en situation régulière. On précise bien régulière. Marine Le Pen a fait cette proposition ce matin. La question porte sur l'éventuelle instauration d'un délai de carence. La gratuité d'un certain nombre de services publics devrait être conditionnée à ce qu'on appelle un délai de carence. Donc quelqu'un qui arrive de manière légale devrait attendre effectivement un certain temps avant de pouvoir bénéficier, par exemple, du remboursement des soins. Ça pourrait être 2 ans, par exemple. Et de l'école, c'est ce que vous aviez dit oui, aussi. L'école publique et aussi, l'école sous contrat, pareil. Aussi, pareil. Voilà, et Marine Le Pen poursuit. C'est déjà instauré dans plusieurs pays comme l'Australie, les États-Unis, etc., etc. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je pense que c'est pas acceptable de refuser de scolariser les enfants. L'accès aux soins, il y a l'AME, il y a déjà une possibilité de se soigner dans les cas d'urgence. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question de tout ce qui est toute la politique sociale, les différentes allocations sociales qui sont versées aux Français qui cotisent. Est-ce qu'un étranger, même entré légalement sur notre territoire, doit, dès le premier jour, bénéficier de ces allocations sociales ? Il y a des réflexions là-dessus. Un délai de carence, pourquoi pas ? Elle pose mais ça, c'était... ce n'est pas le cas. Les aides sociales ne sont pas versées au premier jour pour les gens qui arrivent en France. Il faut quelques cotisations, mais c'est assez rapide. Et dans le programme de François Fillon, il est envisagé un délai de carence de 2 ans pour justement bénéficier des allocations sociales. On voit bien qu'en revenant sur déjà l'école laïque pour tous, obligatoire, qui est le facteur d'intégration premier. On voit bien que là, Mme Le Pen veut construire une fracture dans la société, mais une fracture dans nos valeurs fondamentales, dans celles que nous avons choisies historiquement. C'est vouloir fracturer ça. Le débat sur les problèmes de santé est le même. C'est alors, qui a été alimenté aussi par la droite moins extrême parfois mais je pense que c'est d'abord irréalisable. Excusez-moi, les gens qui viennent chez nous sont souvent déjà dans des conditions extrêmement difficiles. Enfin, les migrants ne sont pas des gens qui arrivent en limousine, mais qui ont traversé des épreuves souvent économiques, de guerre, voilà, c'est un long parcours. Et ils ne viennent pas chez nous juste parce qu'ils ont envie de se faire soigner. C'est faux. Et puis, je voudrais dire une chose. Dans tous les mouvements migratoires au monde, 2% seulement des migrants viennent en Europe. Sur ces 2%, 1,5% viennent en Allemagne. Et nous récupérons 0,5% de ces migrants. Donc, faire croire que l'arrivée massive des migrants ou d'immigration dans ce pays est une réalité et elle augmente est faux. Les chiffres le démontrent. C'est 450 000 personnes qui oui, arrivent mais tous les ans. c'est stable. Sur un pays de 65 millions d'habitants. Oui, mais c'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. C'est bien en dessous du fantasme des Français. Surtout à un moment où le pays, où la France va mal et est parcouru par des pressions, des tensions identitaires, culturelles majeures, qui fait que les Français n'ont plus confiance en l'avenir. Et donc, on sait bien, on a 650 territoires perdus en France où l'état de droit n'est plus respecté, où il y a une islamisation croissante, et donc où il y a une autre culture donc, qui se développe contre la culture de France. Et est-ce le moment d'ouvrir grand nos portes ? 450 000 par an, c'est énorme. Et donc, est-ce il n'est pas le moment d'envoyer quelques signaux aux personnes qui, peut-être trompées, envisagent d'émigrer en Europe et en France, pour pas qu'elles le fassent, parce qu'on ne pourra pas les accueillir dignement. Non, mais on le voit bien. En tout cas, la réalité, je le redis, la réalité, c'est que nous ne sommes plus le pays le premier choix des gens qui migrent en Europe. Tant mieux. Ils choisissent pour l'Allemagne, pour les pays notamment du Nord. Après, ce que vous dites, la réalité de la situation est vraie, mais le mieux on traitera
ce sujet-là, y compris les migrants dans la rue, accentue la problématique. Mieux on traitera ce problème-là, plus les Français seront en capacité de comprendre. Effectivement, on l'avait dit, nous ne sommes pas là pour accueillir toute la misère du monde, mais nous sommes là pour en prendre notre place entière. Nous sommes une grande puissance, nous avons une tradition de terre d'accueil, et je pense qu'il faut la respecter, parce que oui, mais on peut pas accueillir tout le monde. C'est notre humanité qui est en jeu. La solution, vous le savez très bien, c'est d'investir dans les pays d'origine, car en plus, souvent, les migrants, à part ceux qui viennent de zones en conflit, ceux qui viennent pour des raisons économiques, sont souvent les éléments les plus dynamiques des pays d'origine, donc ça n'aide pas les pays d'origine. Entièrement d'accord, il faut que nous relancions l'investissement dans les pays, dans ces pays d'origine. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Bien, on en vient à la primaire de gauche. Ce thème des migrants, des réfugiés a été largement présent. Alors déjà, une remarque ce lundi midi, en ouvrant la presse ce matin, on se demande si le débat que l'on a regardé hier se déroulait bien dimanche. Regardez les unes de la presse, à la trappe, le débat, à l'exception toutefois de Libération, qui l'a apprécié, s'interroge, et si c'était un vote utile. Pendant ce temps, que faisait François Hollande ? Il était au Bouffe Parisien pour assister à la dernière du One Man Show de Michel Drucker. Et quand on s'étonne de cette présence, voilà ce qu'il répond. Vous avez le premier Michel Drucker depuis très longtemps, donc je voulais être là pour la dernière. C'était mieux que le studio Gabriel avec le primaire de la gauche ? Gabriel, j'aurai l'occasion de le revoir. Merci à vous. Bon, le spectacle était intitulé Seul avec vous. Je sais pas, il y a peut-être un message. Plus sérieusement, est-ce qu'il se passe quelque chose avec ces débats ? Michel Pouzol, je rappelle que vous soutenez Benoît Hamon. Oui, il se passe quelque chose. En étant élu de l'Essonne. Oui. Mais vous savez, l'Essonne est une terre de grands contrastes. On a beaucoup de grands élus, un peu de toutes les tendances. Et effectivement, c'est la terre aussi de Manuel Valls. Mais moi, je soutiens Benoît Hamon sans aucun problème. Il se passe des choses parce que déjà, on voit que les débats sont plutôt de bonne tenue. Que le public répond, qu'il y a un intérêt, on le sent nous dans la société, ceux qui organisent des meetings, certains arrivent à remplir des salles, c'est le cas de Benoît Hamon qui refuse chaque soir du monde, donc voilà, il se passe quelque chose. Et puis, il y a des idées qui ont été émises. On voit bien que on a deux lignes qui s'affrontent, celle, je dirais, plus progressiste, qui essaie de penser la société telle qu'elle sera demain, qui est plutôt celle de Benoît Hamon, et puis celle de Manuel Valls, qui aujourd'hui est plutôt sur le bilan et la manière de poursuivre le bilan de ce quinquennat-là. Donc, ça va avoir le mérite de clarifier beaucoup de choses. Ça va avoir le mérite aussi pour, d'abord, les électeurs de gauche, puisque ça s'adresse d'abord quand même à eux. Je ne suis pas sûr que les électeurs de droite aient la même opinion, mais de clarifier les lignes et les choix pour demain. Donc tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois que ça va nous créer la dynamique dont on avait besoin, parce que honnêtement, il y a quelques mois, la situation pour nous était quand même beaucoup plus périlleuse. Je sens que les choses ne sont pas faites, mais l'histoire n'est pas totalement écrite encore pour les présidentielles prochaines. Oui, c'est vrai que ça clarifie un petit peu le débat idéologique, puisqu'on se retrouve donc avec des antilibéraux de gauche, avec donc Montebourg, Hamon et puis Mélenchon, mais qui ne participe pas à la primaire, et puis des libéraux libertaires, avec donc Valls, Peillon et puis Macron qui ne participe pas à la primaire de la gauche. Donc ça, c'est vrai que c'est utile. Maintenant, je pense que ce n'est pas du tout ce dont les Français ont envie. Et d'ailleurs, le gagnant de la primaire, il sera 4e ou 5e au premier tour de l'élection présidentielle. Donc franchement, c'est un désastre. Le Parti socialiste est définitivement sorti de l'histoire. Je vous rappelle que selon toutes les probabilités, c'était Alain Juppé qui était le candidat de la droite. On voit où il en est. Donc ne pariez pas trop sur la 4e ou 5e place. Il y a pas des surprises. Si on en croit les sondages, mais mais aujourd'hui, vraiment, c'est 5e. Oui, franchement, l'histoire n'est pas écrite, et c'est ce que vont montrer ces primaires, si elles vont jusqu'au bout dans la bonne tenue, et si la participation est importante. Ça aussi, c'est la condition sine qua non, comme ça l'a été pour la primaire de la droite. Un petit mot d'ailleurs d'indication, le deuxième débat hier a été moins suivi, 1 700 000 téléspectateurs, que celui du deuxième tour de la droite, où il y avait eu 2 900 000 téléspectateurs. Enfin, en tout cas, au niveau des idées, quand je vois que votre candidat, Benoît Hamon, est pour le revenu universel qui va coûter 400 milliards par an, qu'il est pour ouvrir tout grand les frontières et faire rentrer encore plus de migrants dont on vient de parler, que Peillon, lui, veut les États-Unis d'Europe. Enfin, franchement, on est en totale déconnexion avec la réalité. Les Français, ils veulent un État à sa place, donc des réformes libérales
au niveau économique, et ils veulent qu'on conserve notre civilisation. Donc ils sont sur une approche libérale conservatrice, qui est celle incarnée par François Fillon. Puis enfin, de l'autre côté, on a des anti-libéraux de droite avec le Front National. Mais je suis très prudent pour ne pas parler à la place des Français, parce que les Français parlent assez bien eux-mêmes et je leur fais confiance. Mais quand vous parliez par exemple du revenu universel, eh bien moi je crois que vous avez totalement tort, que ce débat il s'est ouvert, il va aller jusqu'au bout, il prendra le temps qu'il faudra. Mais effectivement, je pense que ce sera le meilleur moyen pour que dans quelques années, nous n'ayons plus à chaque vague de froid revenir parler de la grande pauvreté dans ce pays-là. Et c'est aussi un des enjeux. Alors, on parlera peut-être un peu... Ça réglera aucun problème. Si, vous verrez. Bien même, ça serait mis en place Mais c'est un peu trop long pour vous en parler ici en 2 minutes. Bon, on fera un débat. On va quand même s'intéresser à ce ralliement à Arnaud Montebourg. Il l'a annoncé ce matin à Mantes-la-Jolie. C'est un rassemblement qui se poursuit. Nous rassemblons l'ensemble des gauches. Les 3 gauches, si je puis dire, la gauche du travail, la gauche sociale, la gauche morale, des valeurs aussi, et la gauche entrepreneuriale. Ces 3 gauches doivent se conjuguer si elles veulent l'emporter. Déclaration d'Arnaud Montebourg après le soutien de Gérard Filoche, qui n'avait pu participer à cette campagne des primaires. Ça peut jouer, le soutien de Gérard Filoche à Arnaud Montebourg ? Écoutez, je sais pas, moi je constate que sur le terrain, beaucoup des soutiens de Gérard Filoche nous soutiennent nous. Donc voilà, Gérard a fait un autre choix. Vous savez, c'est un débat de premier tour. Au deuxième tour, il faudra bien qu'il y ait quelques rassemblements, qu'on se regroupe. Voilà, il y aura une alternative qui sera proposée aux Français. On verra donc à ce moment-là. Mais... Et si la dynamique est enclenchée Je lui souhaite bien du plaisir, parce que moi j'ai eu à débattre contre Filoche, c'est vraiment un stalinien de la pire espèce. Mais bon. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a un inspecteur. Mais il est au Parti Socialiste, curieusement. D'entreprise. Bon, peut-être la grille d'explication. C'est ça, voilà. Elle est là. C'est les chefs d'entreprise ont un peu de mal avec les. Bon, merci beaucoup pour ces débats, ces commentaires sur l'actualité vif et aiguisé ce midi. Restez avec nous dans quelques instants. Le journal de 13h sur LCI.